suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le jardin Attardez-vous représente l'art du jardin classique chinois. C'est pourquoi c'est un trésor patrimonial qu'il faut, dans la mesure du possible, garder dans son état originel. Par exemple, lorsqu'il a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, des maîtres paysagistes ont été mobilisés pour le restaurer en respectant les plans d'origine. Il nous arrive d'apporter quelques légères modifications, mais sans jamais s'écarter de l'esprit de l'époque classique. On ne peut absolument pas faire comme si c'était un nouveau jardin, construire de nouvelles choses. Non, il faut vraiment le protéger. En Chine, la ville de Suzhou, ou Suzhou, est irriguée par une multitude de canaux créés au IVe siècle par des mandarins. Ces canaux ont permis à de nombreux jardins de prospérer. Mais seule une poignée d'entre eux subsiste aujourd'hui, comme préservés du temps. Conçu à la fin du XVIe siècle, Attardez-vous est le jardin de villégiature du mandarin Xu Taishi. Il est aménagé autour du monolithe le plus célèbre de Suzhou, admiré comme un chef-d'œuvre. L'entrée du jardin réserve une surprise qui fait sa réputation auprès des paysagistes du monde entier. Mei Hong est architecte paysagiste. Monsieur Mei, bon, j'aimerais bien que pour commencer la visite d'Attardez-vous, on démarre avec cette fameuse séquence d'approche, cette manière d'arriver dans le jardin. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi elle est aussi exceptionnelle. Allons-y, je vous y amène. Il faut parcourir 50 mètres de galerie en clair-obscur et en zigzag, nécessitant de changer 10 fois de direction. Cette longue déambulation, imposée aux visiteurs, agit comme la promesse d'un jardin à venir. Il y a ces fenêtres qui à la fois cachent et dévoilent le paysage du jardin. Et qui fonctionnent vraiment comme des fenêtres ajourées, comme des mouches à rabier. Et puis tout à coup, ça s'ouvre enfin. On a alors cette vue panoramique où le paysage apparaît dans toute sa profondeur. Ça évoque un poème chinois qui dit « Après montagnes et rivières laissant le doute sur sa route, soudain une lueur de lumière et un village charmant. » Les scénettes historiques qui évoquent l'ambiance du jardin à l'époque des mandarins du XVIe siècle sont particulièrement appréciées des touristes chinois. Depuis 1949, lors de l'avènement de la République populaire de Chine, c'est la ville de Suzhou qui entretient le jardin.
Ici, on a une forme typique de l'architecture traditionnelle chinoise. On l'appelle le bateau. Et ici, nous sommes assis à la proue du navire, prêts à naviguer. La fonction principale de ce bâtiment, c'est l'admiration du paysage. Pourquoi ici? Parce que nous sommes au milieu de l'étang qui se trouve au cœur du jardin. D'ici, on a la possibilité d'apprécier la diversité du jardin. Et puis, c'est ici que dans les temps anciens, on jouait de la musique lors des fêtes, comme le kujin, ou bien d'autres jouaient au jeu de go. Donc dans ce bâtiment, il n'y avait pas d'usage défini. On pouvait organiser des réceptions, faire de la calligraphie. Et puis alors, on va retrouver toutes les caractéristiques des bâtiments de Suzhou, c'est-à-dire ce toit qui se relève, qui donne l'impression de vouloir s'envoler. Ces fenêtres panoptiques, ces fenêtres qui s'ouvrent sur le paysage. Et puis quelques détails absolument typiques de cette région. Il y a encore une particularité dans ce bâtiment. Ce sont ces fenêtres typiques de l'artisanat de la région. Elles sont décorées de coquillages qui proviennent du lac Taiyou. Ils ont été polis puis assemblés. Ça laisse passer la lumière comme des pavés de verre. Puis moi, j'ai le sentiment d'être un peu un privilégié, d'être assis ici, de pouvoir profiter de tout ce qui est extraordinaire dans ce jardin, de toute la poésie de ce jardin, la lumière, le végétal, les rochers et puis évidemment l'eau. Le jardin Attardez-vous est composé d'un étang central et d'une série de pavillons, de courettes, de petits jardins, de chemins et de passerelles qui invitent le visiteur à déambuler lentement pour percevoir toute la diversité des paysages et des roches. Attardez-vous est remarquable pour sa composition de pierre face au pavillon d'immortalité et pour le monolithe qui se dresse au nord du jardin. Les extrémités est et ouest accueillent des espaces jardinés aux formes plus libres. La parcelle la plus au nord expose une collection spectaculaire de bonsaïs et de paysages miniatures. Le nom du jardin a une histoire étonnante. Au milieu du XIXe siècle, le jardin est épargné alors que la ville de Suzhou subit les dégâts d'une rébellion paysanne. Conservé par miracle, le jardin est bientôt surnommé le jardin restant. Par glissement de sens, ce jardin qui reste est ensuite devenu le jardin où l'on reste, où l'on est invité à s'attarder. D'où son nom, Attardez-vous. Le jardin porte l'héritage de tous les propriétaires qui se sont succédés depuis le XVIe siècle. Ils avaient tous un point commun, la fascination pour les pierres. Ces propriétaires étaient de hauts dignitaires qu'on appelait les lettrés. Luo Yuan, historien, est le directeur du jardin Attardez-vous. Monsieur Liu, on comprend bien que tous ces propriétaires, et puis particulièrement Liu Su,
étaient des collectionneurs de pierres, des gens qui allaient sélectionner scrupuleusement des pierres dans les rivières, dans les lacs, qui venaient les rapporter dans les jardins, comme des œuvres d'art. Un peu comme nous en Europe avec nos statues antiques de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Qui étaient ces collectionneurs de pierres dans la tradition chinoise? Liu Shu, comme tous les lettrés chinois, avait une conception particulière de l'esthétique. Pour eux, un rocher n'est pas seulement une pierre. Ils pensent qu'une roche, à elle seule, symbolise la montagne dans sa totalité. En plaçant le rocher dans le jardin, on donne l'impression de se promener dans la montagne. On est proche de la nature, en harmonie avec elle. C'est quelque chose de très important pour les Chinois. C'est une tradition qui subsiste depuis plusieurs milliers d'années. La passion des pierres est toujours présente en Chine. On collectionne les roches comme des œuvres d'art minérales qui incarnent le lien entre l'homme et la nature. Le jardin accueille des centaines de roches extraites de rivières ou de lacs. Pour les Chinois, ce sont des concentrés d'énergie tellurique. Sculptées par la nature, assemblées par l'homme, elles sont à la fois support de contemplation et de méditation. Depuis l'Antiquité, les lettrés chinois ont défini les critères esthétiques des pierres. Yong Zhenhua est professeur de paysage. Ce rocher représente parfaitement les 4 grands critères esthétiques établis dans la tradition chinoise. Il est mince, ajouré, creux, sinueux. Toutes les pierres présentes dans le jardin correspondent à ces 4 critères esthétiques fondamentaux. Ce sont soit des pierres brutes, posées telles quelles dans le jardin, soit des assemblages de pierres qui composent des paysages de montagne. Monsieur Yong, nous sommes face au pavillon d'immortalité des 5 pics, face à ce Jiashan, c'est-à-dire cette montagne artificielle, qui prend toute la place dans cette courette, qui est superbe. Comprenez-vous que pour les Occidentaux, cet amour de la pierre, cette manière de les agencer dans vos courettes, dans vos jardins, est probablement le sujet le plus déroutant de l'histoire de l'art des jardins chinois? En Chine, l'admiration pour les roches remonte à très longtemps dans l'histoire. Pour les Chinois, c'est une habitude. Mais pour les Occidentaux, c'est pas évident. Il faudra changer d'angle. C'est parce que la manière de penser des Chinois est horizontale, c'est-à-dire que le ciel, la terre et l'homme forment une entité inséparable. Or, chez les Occidentaux, le ciel et la terre fonctionnent selon les règles de la nature. L'homme et la société ont leurs propres règles. Les 2 mondes sont séparés. C'est pourquoi comprendre cette passion de la roche semblera toujours plus compliqué. Monsieur Yong, moi ce que je lis ici, c'est un amas de pierres couvert de végétaux, des bambous, des pivoines. Mais qu'est-ce que vous lisez quand vous regardez cet objet? Tout d'abord, ce que nous voyons de cette montagne artificielle, c'est la beauté de sa forme plastique, son esthétisme. Pour une personne non lettrée, cette forme intégrant le végétal semble une peinture qui joue sur le clair-obscur. Mais pour un lettré chinois, cet endroit possède 5, 1, 2, 3, 4, 5 points hauts.
Qu'est-ce que cela représente? Cela représente 5 personnages légendaires qui se cachaient et vivaient dans la montagne Lushan. Ils avaient tous une grande longévité. C'est pourquoi ce pavillon se nomme le pavillon d'immortalité des 5 pics. Il rend hommage aux personnes qui vivent très longtemps. Au nord du jardin se dresse majestueusement le pic de la Prime Nuée. C'est un édifice rocheux très ancien dont on ne connaît pas l'origine. Il était présent sur les lieux avant même la conception d'Attardez-vous. Pour les Chinois, c'est un chef-d'œuvre absolu que tous rêvent de voir. C'est la raison pour laquelle il attire autant de monde et donne lieu à de multiples animations en costumes traditionnels. Monsieur Young, pourquoi le pic de la Prime Nuée, qui s'élève au-dessus de nous à presque 6 mètres de haut, est-il considéré ici en Chine comme un chef-d'œuvre? Tout d'abord, sa taille en impose. Mais le point le plus important, c'est que sous la dynastie Song, vers l'an 1000, l'empereur a voulu déplacer cette roche dans son palais impérial. En fait, la roche n'a pas pu être portée et elle est finalement restée ici. Extraire et déplacer une roche si grande n'était pas évident. C'est quand les choses ne sont pas faciles qu'elles prennent de la valeur. La difficulté a donné encore plus de valeur à cette pierre. Deuxièmement, cette roche est conforme aux 4 critères esthétiques. Aujourd'hui, la population chinoise trouve que, waouh, elle est magnifique. Les lettrés élèvent l'art de la pierre au même rang que celui de la musique, de la peinture et de la poésie. Les 4 qualités fondamentales des roches, minces, ajourées, creuses et sinueuses, sont le reflet des forces de la nature qui les ont façonnées. Les pierres du jardin doivent leur forme extravagante à la géologie de la région du lac Taiyou. Elles sont le résultat de la corrosion de dépôts calcaires, vieux de 300 millions d'années, battus par le ressac et le choc des galets. Avant de représenter toute la montagne dans une pierre, les Chinois miniaturisent dès le 7e siècle les arbres et les paysages de falaises escarpées. Là aussi, la roche est la base de ces créations. Au nord du jardin, depuis 1990, se trouve une importante collection de ces petits mondes miniatures. Depuis plus de 20 ans, Rui Liangyuan, l'un des plus grands créateurs de paysages miniatures du pays, entretient ses collections qui associent roches, eau et arbustes. Monsieur Ray, les origines du bonsaï, contrairement à ce qu'on pense en Europe, ne démarrent pas au Japon, mais commencent en Chine, et bien longtemps avant le Japon. Et le bonsaï ne porte pas le même nom ici. Ici, vous l'appelez le penjing. L'art du penjing est d'origine chinoise. Elle remonte à la dynastie Tang entre 600 et 900. Puis, il s'est développé au fil du temps jusqu'à nos jours. Cet art de faire pousser des arbres et des plantes dans des pots est à l'origine du bonsaï japonais.
Pourquoi on l'appelle bonsaï au Japon? Parce que cet art a été introduit au Japon à l'époque de la dynastie Tang, où l'art du penjing s'appelait encore penzai. 100 ans plus tard, sous les dynasties suivantes, le penjing est devenu l'art de créer un paysage dans un pot, avec divers éléments, différentes formes d'arbres, et l'introduction des pierres. C'est seulement après l'ouverture de la Chine, dans les années 1980, que le monde a découvert le penjing chinois et fut impressionné par la richesse de cet art. Donc si je comprends bien, le bonsaï est un arbre isolé dans un pot, et le penjing, c'est une scène de paysage dans un pot. Comment vous faites pour les créer? Ceci est un genre de penjing, un paysage de montagnes et de rivières. Pour ce genre de penjing, le critère de sélection, c'est la texture de la roche. Après l'avoir choisie, on la sculpte pour en faire une composition. Celui-ci, c'est vous qui l'avez fait, et c'est vous qui avez choisi le rocher aussi? D'abord, il faut faire la conception, avec sa propre imagination. Il faut, pour donner du style, que la roche ait du relief, comme une montagne, avec des hauts et des bas, une profondeur. Ensuite, quand on rajoute de l'eau, le courant va donner l'aspect dynamique, en suivant, comme là, les formes de la montagne. Par ici, par là. C'est grâce à l'eau que la composition prend vie. Et ce qui est important aussi, c'est de venir rajouter des petits éléments qui vont donner l'échelle. Quand on termine le penjing, on rajoute souvent des petits pavillons, des petits bateaux. Il y a aussi des petites figurines. Ça enrichit la composition. Avec ce genre d'œuvre, on s'approche encore plus du style de paysage qu'on trouve dans la peinture classique chinoise. C'est très proche. La promenade dans Attardez-vous offre à ses visiteurs chinois une passerelle entre leur culture traditionnelle et la société actuelle. Depuis les années 1980, ils retrouvent ici les racines de leur relation à la nature. Bouleversés par 30 ans de révolution maoïste, où la notion de flânerie et de loisir individuel avait disparu. Cao Lindi est professeur de l'histoire de l'art des jardins chinois. Madame Cao, quand on voit tous ces visiteurs aujourd'hui dans le jardin Attardez-vous, qui sont nombreux, essentiellement des touristes chinois, est-ce que vous pensez qu'ils ont conservé ce lien au paysage? Est-ce que c'est ça qu'ils viennent chercher quand ils visitent le jardin? Pour notre peuple, l'amour des montagnes et des rivières est inné. On a grandi avec, c'est inscrit dans notre histoire. Depuis que le paysage fait genre dans la peinture classique chinoise, le peuple s'est de plus en plus attaché aux montagnes et aux rivières. Les gens ont pu ressentir leur beauté et ils ont commencé à les admirer. Et cela n'a pas changé depuis des millénaires. Se sentir proche de la nature, c'est important pour les Chinois, car la montagne et l'eau nourrissent le corps et l'âme. C'est pourquoi il faut venir dans le jardin, pour s'y fondre comme dans un tableau vivant de paysage.